Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite une excellente nouvelle année. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube et pour cause, des bonnes raisons. La rentrée, notre première rentrée Naturaneo qui a eu lieu en septembre, la prochaine d'ailleurs qui a lieu en mars, encore des places si vous voulez postuler, vous avez tous les liens dans la description. On va reprendre un rythme assez régulier concernant les vidéos et on va commencer aujourd'hui par le sujet du vieillissement. Alors on parle de longévité, on parle d'anti-âge, on parle de biohacking, des protocoles parfois très sophistiqués, mais avant d'aller plus loin, je veux quand même poser un cadre très clair. Vivre longtemps, c'est une chose. Vivre longtemps en bonne santé, avec de l'autonomie, avec de l'énergie, pour pouvoir profiter de ses journées, pour pouvoir profiter de ses petits-enfants par exemple, avec de la clarté mentale, pour pouvoir continuer à réfléchir, à interagir, avec une bonne qualité de vie, c'en est une autre, et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. En tout cas, je ne conçois pas la longévité en années sans la santé, donc c'est vraiment pour moi un package, sinon rien. Et je vais être aussi transparent dès le départ, j'ai pas la vérité absolue sur le vieillissement et je pense que personne ne l'a. On a compris plusieurs choses depuis plusieurs décennies, on continue à apprendre des choses. En tout cas, par rapport aux connaissances actuelles, on sait qu'il y a des paramètres à optimiser. C'est ce sur quoi je vais pencher aujourd'hui et c'est ce sur quoi je travaille au quotidien. En tout cas, que j'applique aujourd'hui et que je pense continuer à appliquer plus tard avec mes connaissances actuelles, bien sûr, qui évolueront au fur et à mesure des années. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que le vieillissement, c'est pas quelque chose qu'on va empêcher, c'est plutôt quelque chose qu'on va accompagner pour que celui-ci se déroule correctement. Et avant de parler de marqueurs biologiques ou de stratégies avancées, il faut rappeler une chose essentielle, sans les bases, rien ne fonctionne. Et ces bases, c'est évidemment le sommeil. Le sommeil, c'est probablement le pilier le plus sous-estimé. Quand on dort peu, quand on dort mal, c'est plus d'inflammation, c'est plus de résistance à l'insuline, c'est le déclin cognitif qui va être accéléré, c'est des déséquilibres hormonaux, etc. Donc pour vieillir en bonne santé, il faut d'abord préserver un rythme circadien cohérent, une bonne sécrétion de mélatonine et si cette sécrétion diminue par une atrophie de la glande pinéale, on peut supplémenter en mélatonine, c'est fortement conseillé. C'est aussi une récupération nerveuse suffisante. Autre pilier indispensable, celui de l'activité physique. Le vieillissement, il est extrêmement corrélé à la perte de masse musculaire, la perte de force. La perte de masse musculaire, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, et celle-ci va favoriser l'ostéopénie et l'ostéoporose, c'est-à-dire la diminution de la masse osseuse. Parce que moins vous avez de muscles, moins vous allez créer des tensions, moins vous allez créer du stress pour que vos os s'adaptent. Donc il faut maintenir une bonne masse musculaire, il faut maintenir de la force, il faut maintenir de la mobilité, il faut maintenir de l'équilibre. Ça se travaille bien avant de vieillir, c'est-à-dire que bien sûr on peut maintenir et on peut progresser très tard, hein, on peut progresser même à 80 ans si on démarre l'activité physique, mais il faut ne pas arrêter de pratiquer, c'est ça ce que je veux dire. Quand on a une bonne masse musculaire, quand on a de la force, quand on a de la mobilité, on maintient son autonomie, on réduit le risque de chute, on préserve aussi un bon métabolisme, ce qui veut dire aussi une bonne sensibilité à l'insuline, et on va le voir plus tard, mais la sensibilité à l'insuline, c'est un des piliers à optimiser. Ensuite, autre pilier indispensable, bien sûr, c'est l'alimentation et c'est la balance énergétique. Et une alimentation adaptée, c'est pas forcément une alimentation parfaite. Ça va être une alimentation avec une balance énergétique qui sera cohérente. Il s'agit pas de faire du déficit calorique tout le temps, même si dans certaines approches anti-âge, on diminue l'apport calorique. C'est ce qu'on observe notamment dans certaines populations asiatiques. Moi, je suis pas forcément pour cette option parce que on a besoin d'optimiser le fonctionnement de nos mitochondries, donc il faut un apport calorique suffisant, parce que si c'est pour avoir un métabolisme qui tourne au ralenti, avoir un système immunitaire au ralenti, avoir un système hormonal au ralenti, c'est pas intéressant selon moi. Une bonne alimentation, si on doit refaire les fondements, c'est aussi suffisamment de protéines, et ces protéines, elles tendent l'apport protéique tend à diminuer avec l'âge, la mastication, il y a plein de paramètres qui font qu'on absorbe moins bien les protéines avec l'âge, le manque d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, et ça c'est indispensable pour maintenir une bonne masse musculaire, une bonne masse osseuse, un bon système hormonal, un bon système immunitaire, etc. Et puis deux autres grands principes que je conseillerais à tout le monde de respecter, c'est le fait de consommer le moins d'aliments ultra transformés possible. Et puis le dernier, c'est de conserver une bonne densité micronutritionnelle dans ces aliments, c'est-à-dire suffisamment de minéraux, de vitamines, pas uniquement des macronutriments. Et après, bien sûr, on pourrait faire des heures et des heures de vidéos sur la nutrition adéquate, la nutrition optimale. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération. C'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous donne juste quelques grands axes. Autre paramètre indispensable
à réguler, c'est celui du stress chronique. Je parle bien du stress chronique qui va favoriser l'inflammation de bas grade, qui va favoriser l'épuisement des ressources nerveuses, qui va favoriser les troubles du sommeil, les compensations alimentaires, qui va favoriser la chute de la masse musculaire, la chute du système immunitaire, qui peut se traduire par des infections ou tout un tas de problématiques qui peuvent avoir un impact considérable sur la longévité. Et puis on peut parler également du dérèglement de la glycémie qui va s'en suivre par des hausses du cortisol de manière chronique. Ensuite, il y a la question de l'environnement, du mode de vie. J'ai envie de dire que ça fait partie des bases non négociables, mais parfois c'est plus ou moins compliqué à mettre en place, donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt dans la deuxième partie. L'environnement, c'est ce qui va jouer un rôle considérable sur toutes nos prises de décision, sur notre capacité à gérer notre alimentation, à gérer notre sommeil, à gérer nos relations sociales. Il faut comprendre une chose, c'est que notre environnement nous détermine. On n'est pas différent des animaux. Prenez un husky de Sibérie, vous le mettez dans un appartement chauffé, sans activité physique, ou bien, je sais pas, dans un climat équatorial, il va pas être en bonne santé. Un cheval, s'il a pas au moins 1 hectare pour pouvoir se déplacer, etc., il va pas être en bonne santé. On peut parler même des relations. Les chevaux, quand ils sont seuls, ils peuvent déprimer, ils peuvent tomber malades. Alors, je suis pas spécialiste, mais ma femme pratique l'équitation, c'est ce qu'elle m'expliquait. Les chevaux ont toujours besoin d'être par deux au minimum. Et ben, l'être humain, c'est pareil. Il a des besoins physiologiques, il a des besoins qui sont liés à son environnement, des besoins qui sont liés aussi à l'environnement social, l'environnement au sens large. Et ça, c'est des choses non négociables pour espérer maintenir une bonne santé et donc pour espérer vivre longtemps en bonne santé. Dans l'environnement, je vais aussi inclure la lumière, l'exposition à la lumière. Est-ce que vous êtes dans un pays où la luminosité est extrêmement faible? Où est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes exposé à des lumières naturelles? Ou est-ce que vous travaillez par exemple dans une galerie marchande sans aucune fenêtre sur l'extérieur? Je vous rappelle que la lumière naturelle, c'est indispensable pour réguler votre rythme circadien, pour réguler votre sommeil, pour réguler votre humeur. Ça joue aussi sur le métabolisme, ça joue sur les hormones, ça joue sur tout un tas de paramètres, ça joue même sur vos capacités antioxydantes, c'est-à-dire celles qui vous préservent du stress oxydatif et donc du vieillissement. Sans parler du fait que généralement les environnements sans lumière naturelle sont ceux qui contiennent le plus de lumière artificielle qui va avoir un impact considérable sur le vieillissement et on le sait aujourd'hui, l'exposition chronique aux lumières bleues a un impact sur la peau, sur l'inflammation et on peut comprendre en tout cas à quel point ça peut avoir un impact sur les autres systèmes. Alors dans l'environnement, bien sûr, je comptabilise aussi l'exposition aux pollutions, pollution atmosphérique, pollution électromagnétique, l'exposition chronique aux toxines, aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, aux métaux lourds. Évidemment, ça ce sont des choses qu'il faut apprendre à savoir identifier de manière à pouvoir s'en préserver du mieux qu'on peut, même si aujourd'hui dans le monde actuel c'est très compliqué, même dans un endroit extrêmement préservé, il y a de la pollution. Alors comprenez que toute cette pollution, tout ce que je viens de vous expliquer, ça va entretenir un vieillissement par du stress oxydatif, par de l'inflammation, et tout ça, ça va déséquilibrer le fonctionnement optimal de votre cellule, et la cellule, je vous le rappelle, c'est l'unité de votre corps, c'est la cellule qui va créer des tissus, ces tissus vont créer des organes, ces organes entre eux vont créer des systèmes digestifs, etc., ce qui va vous constituer. On pourrait aller plus loin, mais donc si votre unité de base, qui est la cellule, ne fonctionne pas correctement, si les organites dans la cellule, si la mitochondrie, le noyau, etc., ne sont pas en bonne santé, évidemment, vous allez vieillir plus rapidement, les cellules vont se suicider en quelque sorte, ce qu'on appelle l'apoptose, et puis, ou bien vos cellules vont rentrer dans un mécanisme inflammatoire, pour ceux que ça intéresse, notamment au travers du TNF-alpha, au travers du NF-kappa B. La cellule a deux options, soit elle se suicide, soit elle rentre en lutte en quelque sorte pour survivre avec tout un process inflammatoire. Alors on a vu dans la partie 1 les bases non négociables en quelque sorte. Dans la partie 2, je vous ai parlé de l'impact, l'importance de l'environnement, de comprendre ses besoins physiologiques et d'adapter son environnement et pas l'inverse, si on veut vieillir correctement. Donc évidemment, si je dois résumer ça, c'est un environnement naturel du mieux possible, et naturel en fonction de sa génétique. Tout le monde n'est pas adapté à vivre sur l'équateur, tout le monde n'est pas adapté à vivre dans le nord de l'Europe. Là, j'aimerais vous parler des différents marqueurs, des différents indicateurs physiologiques du bien vieillir en quelque sorte. Il y a plein d'indicateurs qui sont beaucoup plus intéressants que simplement l'âge chronologique. Alors, les premiers, ce sont tous ceux qui vont permettre de comprendre, de connaître la composition corporelle. Donc la composition corporelle, c'est-à-dire la répartition entre la masse maigre,
La masse maigre, c'est vos organes, c'est votre masse musculaire, vos os et votre masse graisseuse. Et vous avez un premier indicateur qui est facile d'accès, c'est l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, qui est évidemment imparfait lorsqu'il est seul, mais qui donne déjà une première idée de si la personne est dans un poids à peu près physiologique. Le mieux, c'est de le combiner à des tests de composition corporelle. Alors vous avez des choses très complexes comme le DEXA scan, vous avez le test des plis cutanés, mais vous avez aussi très simplement le miroir, le tour de taille avec un ruban, qui peuvent déjà largement faire l'affaire. Alors l'objectif de ces tests, de ces indicateurs, c'est de savoir dans quelle direction vous devez aller. Et cette direction, souvent, plus souvent en tout cas, c'est la perte de masse graisseuse. Et je vous rappelle que l'excès de masse graisseuse est corrélé à tout un tas de pathologies, en commençant par les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité dans le monde. Donc si on diminue sa masse graisseuse, si on arrive à un pourcentage de masse graisseuse physiologique, déjà on fait baisser tout un tas de marqueurs inflammatoires, et c'est très souvent corrélé à d'autres paramètres comme la résistance à l'insuline, comme la glycation, comme l'inflammation dont je vais vous parler juste après. Donc composition corporelle, donc premier axe, il faut garder un taux de masse graisseuse relativement faible, sans rentrer dans des extrêmes, et préserver la masse musculaire et voire l'augmenter, sa masse musculaire et sa force. Pour la masse musculaire, bon, vous avez le miroir qui peut déjà être un bon indicateur, mais vous avez aussi vos performances à l'entraînement et vous avez des tests, comme par exemple le Grip Strength, c'est un test de préhension qui permet de mesurer sa force de préhension et c'est corrélé c'est un peu un prédicteur de longévité. Alors je sais qu'il est pas parfait et que d'autres spécialistes préfèrent utiliser d'autres tests et c'est très bien. Mais le grip strength ou d'autres tests, par exemple pour la force du membre inférieur chez les personnes d'un certain âge, c'est le fait de se lever de sa chaise, sa capacité à donc faire un squat. Ce squat là il peut être plus ou moins lesté. C'est aussi la capacité, sa vitesse de marche. Pour aller plus loin, ça va être sa vitesse de course, sa vitesse maximale aérobique, sa VMA, mais ça peut être aussi des tests de VO2 max, c'est encore mieux les tests de VO2 max, qui permettent de savoir un peu où en est la personne au niveau cardiovasculaire, et le système cardiovasculaire, c'est aussi un excellent prédicteur de longévité. Donc force, cardio, alors je sais que certains spécialistes préfèrent mettre la force avant le cardio, et pour d'autres, c'est l'inverse. Peu importe, ce qu'il faut c'est maintenir les deux, et quand on maintient les deux, généralement c'est corrélé à une bonne régulation de la masse maigre, c'est corrélé à une bonne régulation de la glycémie et à tout un tas d'autres paramètres. Bien évidemment aussi une bonne santé vasculaire, une bonne santé cardiovasculaire, c'est logique. Alors un marqueur, enfin plusieurs marqueurs indispensables selon moi pour pouvoir identifier s'il y a un problème et travailler dessus, c'est la glycémie et surtout l'hémoglobine glyquée, la HbA1c, qui va refléter, lorsqu'elle est basse, une bonne gestion du glucose, qui va refléter moins de glycation des protéines. La glycation des protéines, c'est quand vous avez des molécules de glucose qui s'accrochent à des protéines, ce qui fait perdre le fonctionnement optimal de ces protéines, ce qui aussi engendre une réaction inflammatoire. Le système immunitaire n'aime pas ce genre de motifs moléculaires, et évidemment tout ça, ça va favoriser le vieillissement. Donc faites en sorte d'avoir une hémoglobine glyquée le plus bas possible, dans des valeurs bien sûr de référence. Je ne parle pas des valeurs précises parce qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine qui sortira précisément sur les différents marqueurs avec les taux optimaux concernant le vieillissement. Donc retenez que la glycation, c'est-à-dire le fait d'accrocher des molécules de glucose à des protéines, ce qui se passe physiologiquement lorsqu'on vieillit, mais ce qui se passe surtout quand la glycémie est haute de manière constante, eh bien c'est un des principaux accélérateurs du vieillissement. Un autre marqueur, il y a plusieurs marqueurs, ceux de l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, c'est aussi un des grands paramètres du vieillissement, une des grandes causes du vieillissement. Cette inflammation, elle peut être liée à tout un tas de paramètres. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Ça peut être l'obésité, ça peut être la résistance à l'insuline, ça peut être une dysbiose intestinale. Il y a énormément de facteurs. Et il y a des marqueurs comme, par exemple, la protéine C réactive,
On va mesurer idéalement ultra sensible pour pouvoir agir précisément en amont avant que ce soit trop tard. Donc la CRP ultra sensible que vous avez déjà peut-être analysé, vous l'avez déjà vu passer quelque part. Vous avez la ferritine qui doit pas être trop haute, qui doit être ni trop basse ni trop haute. Là aussi, on reviendra dessus la semaine prochaine. Vous avez aussi le ratio oméga 6, oméga 3, l'index oméga 3. Vous avez tout un tas d'autres marqueurs. Bref, retenez que l'inflammation de bas grade, elle est au cœur du vieillissement accéléré. Elle peut être aussi en lien avec ce dont je vous ai parlé juste avant, comme la glycation des protéines. Donc, facteur très important à réguler aussi. Ça passe par, évidemment, l'hygiène de vie, l'alimentation, ça passe par tout un tas de problèmes à corriger, mais d'abord faut-il les identifier. Un autre paramètre du vieillissement, c'est le profil lipidique. Le vieillissement de nos lipides, l'oxydation de ceux-là qui vont favoriser la plaque d'athérome. Alors il y a la question du LDL, hein, le fameux transporteur du cholestérol qu'on diabolise, on appelle ça le mauvais cholestérol, alors à tort ou à raison, ça c'est encore un autre débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le LDL, lorsqu'il est trop, forcément, proportionnellement, il sera plus oxydé. Donc le LDL oxydé va faire le terrain d'une inflammation vasculaire. C'est pas le seul paramètre, bien évidemment. Il y a aussi la question des triglycérides qui plus elles sont hautes, plus elles sont corrélées aussi à une problématique inflammatoire. Ces triglycérides, elles vont s'oxyder. Elles vont aussi poser problème au niveau de la santé du foie, elles peuvent s'accumuler au niveau du foie et donner un foie gras, une stéatose hépatique. Ces triglycérides, elles sont très en lien avec la résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline que je mets dans la même catégorie que les problématiques de glycémie dont je vous ai parlé avant. J'ai pas trop détaillé parce que comme je vous le dis, il y aura une vidéo qui va sortir sur le sujet. On fait d'ailleurs le ratio triglycérides sur HDL, on fait le ratio LDL, HDL, et ce HDL, il doit être aussi relativement haut pour une bonne santé cardiovasculaire. Un autre grand axe à préserver, à optimiser, évidemment, c'est celui des intestins, du microbiote intestinal et de la muqueuse intestinale. Alors, si on doit, sans rentrer trop dans les détails, donner quelques actions indispensables du microbiote en lien avec la longévité, c'est évidemment celle d'une meilleure immunité quand on a un microbiote qui est diversifié, c'est moins d'inflammation, c'est une meilleure absorption des nutriments, c'est une meilleure synthèse de certaines hormones, de certains neurotransmetteurs. Globalement, c'est une meilleure santé cognitive aussi. C'est aussi associé à une préservation de la muqueuse intestinale, et cette muqueuse intestinale, lorsqu'elle s'inflamme, lorsqu'elle est poreuse, eh bien ça fait le lit de tout un tas d'autres problématiques qui sont en lien avec l'inflammation et donc en lien avec le vieillissement. Alors il y a tout un tas d'autres marqueurs dont je parlerai en détail, celui de la tension artérielle, celui de la variabilité de la fréquence cardiaque, une bonne fonction rénale, une bonne fonction hépatique, un bon statut micronutritionnel par exemple. Allez, quatrième partie, celui du système hormonal et du lien entre le système hormonal et le vieillissement. Le vieillissement, il est aussi hormonal et il peut toucher, alors c'est qu'il va toucher les gonades, donc les testicules chez les hommes, les ovaires chez les femmes. On appelle ça la ménopause lorsque les ovaires s'arrêtent définitivement de fonctionner. Chez la femme, on appelle ça l'andropause, même si chez l'homme, les testicules continuent à fabriquer de la testostérone, mais à des niveaux bien plus faibles en fonction des hommes, en fonction de l'hygiène de vie, en fonction de la génétique, plus ou moins 50, 60, 70 ans. Et ces hormones sexuelles, eh bien, elles vont influencer tout un tas de paramètres qui sont directement corrélés au vieillissement, à la santé, au vieillissement en bonne santé en tout cas. Évidemment, la masse musculaire, la densité osseuse, l'énergie, la bonne humeur, l'humeur qui est très importante, dont on sous-estime les effets sur notre capacité à prendre les bonnes décisions, à mettre en place les bonnes actions pour cette longévité finalement. Les hormones sexuelles qui sont associées évidemment à la libido, à tout un tas de paramètres. Et le problème, il n'est pas juste lié à la baisse des hormones sexuelles, il est aussi lié au fait que ce soit très mal accompagné, très mal compris, et que ce soit pas traité à l'origine, à la racine. Alors, la question des hormones sexuelles et de la baisse, il faut forcément ouvrir la boîte de Pandore, celle du traitement hormonal de la ménopause, celle du traitement hormonal de l'andropause chez l'homme. Alors, c'est un sujet qui mériterait là aussi une vidéo entière, parce que il y a tout un tas de nuances à considérer. Alors, la santé hormonale et la santé hormonale en lien avec le vieillissement, c'est aussi la question des glandes surrénales et de l'équilibre entre les hormones anaboliques et les hormones cataboliques. Donc les hormones anaboliques, comme par exemple la DHEA qui va donner la testostérone,
et la testostérone qui est fabriquée en grande partie chez la femme majoritairement au niveau des glandes surrénales. Donc la santé des glandes surrénales chez la femme a un impact considérable sur la testostérone et donc sur l'anabolisme musculaire. C'est la question donc de la balance entre ces hormones et les hormones du stress, hein, pour être très schématique. C'est pas très schématique, c'est juste le cortisol, parce que je suis pas en train de parler des catécholamines, c'est-à-dire les neurotransmetteurs. Là, je parle vraiment des hormones. Donc, la balance entre les hormones du stress, enfin l'hormone du stress, le cortisol et les androgènes, elle est considérable pour la bonne santé, pour le vieillissement. La DHEA, qu'on a longtemps considéré comme l'hormone de jouvence, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, peut-être un peu trop de promesses autour de cette hormone, mais la DHEA, il y a tout un tas de publications sur la corrélation entre l'espérance de vie en bonne santé et les niveaux de DHEA. Alors bien sûr, causalité n'est pas corrélation, mais on peut comprendre à quel point ça peut agir quand on sait ses actions sur la masse musculaire, également sur l'immunité. Une autre glande dont on parle très peu finalement pour le vieillissement, c'est la glande thyroïde, et cette glande thyroïde, eh bien, elle peut s'atrophier avec l'âge, elle peut dysfonctionner pour tout un tas de raisons. Alors, chez beaucoup de personnes, il y a déjà des problématiques bien avant le vieillissement, enfin l'âge du vieillissement, si on peut donner un âge autour de 40, 60 ans, mais globalement, cette glande thyroïde, elle est essentielle pour évidemment le métabolisme, l'énergie, la thermorégulation, la santé cardiovasculaire, mais en fait, elle est importante pour tout, et quand elle dysfonctionne, on peut avoir des liens un peu partout avec l'inflammation, le système digestif, le stress oxydatif, l'élimination des toxines, etc. Donc il faut qu'elle fonctionne correctement, et ça passe par une bonne hygiène de vie, bien évidemment, mais ça passe aussi dans certains cas par des traitements qui doivent être mis en place de manière optimisée, en prenant en considération les susceptibilités individuelles à convertir la T4 en T3. Je vous ai fait des vidéos sur la glande thyroïde, je vous invite à les regarder. Et puis si je dois conclure cette thématique hormonale, je dirais la mélatonine également, qui est souvent réduite avec l'âge, je vous en ai parlé en intro, alors qu'elle est centrale pour le sommeil, alors qu'elle est centrale pour la réparation cellulaire. C'est aussi une hormone qui est antioxydante, qui est extrêmement puissante pour protéger nos cellules, et il faut là aussi peut-être ouvrir une thématique entière avec une vidéo sur la mélatonine, parce qu'il n'y a pas juste la mélatonine circulante fabriquée par la glande pinéale, il y a aussi la mélatonine qui est fabriquée dans nos mitochondries. Alors un autre axe indispensable à optimiser pour le vieillissement, évidemment, c'est celui de la micronutrition, un sujet qui me passionne, et d'ailleurs, petite parenthèse, petit instant pub, vous avez ma formation qu'on a sortie avec Natura Neo, plus de 30 heures sur les micronutriments, sur toutes les vitamines, tous les oligoéléments. Il y a 90 micronutriments qui sont passés au crible au travers de vidéos qui durent entre 15 minutes et 1 heure et demie même pour certaines. Vous avez plus de 30 heures de contenu, et vous avez à partir du mois de février le complément qui va arriver avec les phytonutriments. Tous les liens sont dans la description. Alors pour revenir sur les micronutriments, évidemment, vieillir en bonne santé, c'est aussi éviter les carences chroniques, et les plus fréquentes, ça va être la vitamine D, ça va être le magnésium, le zinc, ça va être l'iode, ça va être le fer chez les femmes, mais cette problématique, très souvent, elle s'inverse à partir de la ménopause, parce que les femmes ne perdent plus de sang, elles n'ont plus leur menstruation, et donc elles peuvent être d'ailleurs, comme les hommes, susceptibles d'avoir un excès de fer. Les vitamines du groupe B, et surtout la vitamine B12, la B9 qui peut poser problème également, il y en a d'autres, mais globalement c'est surtout la B12 qui peut être déficitaire chez beaucoup de personnes. On a évidemment les oméga 3 EPA, DHA aussi qui peuvent être relativement faibles. La vitamine C qui est une vitamine extrêmement importante pour le vieillissement, étant donné qu'elle est antioxydante et elle participe à la synthèse du collagène, hein, et ce collagène qui va chuter avec l'âge, ce qui va expliquer le vieillissement cutané, et ce qui va expliquer aussi le vieillissement, enfin la perte de tonicité au niveau des muscles, au niveau des tendons, des ligaments, ce qui peut favoriser des rigidités et des blessures à partir du moment, chez les femmes en tout cas, où les œstrogènes commencent à chuter brutalement, c'est-à-dire à partir de la ménopause. Et toutes ces carences, faut comprendre, carences ou déficit fonctionnel, alors voilà, ça dépend de d'où on place le curseur. Ça va pas toujours provoquer des symptômes aigus, c'est par contre beaucoup plus insidieux, ça va venir accélérer la perte de fonction de plein de systèmes qui sont sur le long terme, évidemment, qui vont avoir un impact sur le long terme sur le vieillissement.
Et puis, si je devais conclure avec le dernier axe, peut-être un des plus importants, c'est la question de la dimension humaine, la question de la philosophie du vieillissement. Et ça, c'est un aspect qu'on va pas pouvoir mesurer dans le sang. C'est la question du sens, le sens qu'on donne à sa vie, les objectifs qu'on se fixe. Faut se dire que les personnes qui vieillissent le mieux sont souvent celles qui vont entretenir des bonnes relations sociales, qui ont des projets, qui ne s'arrêtent pas d'apprendre, qui ne s'arrêtent pas de travailler. Et il faut utiliser le terme travailler, il faut le comprendre, pardon, non pas par la contrainte du travail, mais par la capacité qu'a le travail à nous permettre d'engendrer des projets, d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir être meilleur dans notre travail. Et ce travail-là, ça peut être tout un tas de choses. Faudrait remplacer le mot travail par activité. Le fait d'avoir du sens, ça permet de garder de la curiosité, ça permet de se sentir utile, et en faisant ça, ça permet de générer de la dopamine, et la dopamine, eh bien, elle est liée à la construction, elle est liée à l'apprentissage, elle va être liée à la motivation, et ce qui va nous permettre vraiment de mettre en place les bonnes actions le plus longtemps possible pour sa santé, parce qu'une personne qui écouterait cette vidéo et qui se dit mais je dois mettre tout ça en place, c'est impossible. En fait, si cette personne-là, si vous êtes derrière votre caméra et que vous avez des projets qui sont corrélés à la santé, quand je dis projets qui sont corrélés à la santé, par exemple, vous avez envie, par exemple, de profiter de vos enfants et de vos petits-enfants le plus longtemps possible, inconsciemment, vous allez mettre en place des choses pour pouvoir y arriver. Ça va passer par de l'activité physique, ça va passer par surveiller votre assiette, ça va passer par optimiser vos carences nutritionnelles, ça va passer par vous intéresser à ce qui est en lien avec la santé, et corriger vos problématiques quand vous en avez, et ne pas simplement travailler avec des médicaments antisymptomatiques sans jamais trouver, enfin en tout cas essayer de corriger l'origine de la problématique. Un autre conseil très important que je peux vous donner, c'est rester au milieu. Pourquoi? Parce que si vous restez au milieu dans toutes vos actions, vous avez beaucoup moins de chances de faire des erreurs. Si on prend l'exemple de la nutrition, c'est une discipline qui est en constante évolution. Il y a 20 ans, on disait des choses qu'aujourd'hui, on réfute totalement. Et donc, si vous allez dans un extrême ou dans un autre, statistiquement, si vous vous trompez, ça peut faire très très mal. Alors que si vous restez au milieu, peut-être que vous n'êtes pas sur la meilleure opportunité possible pour améliorer votre santé, mais au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour les courageux qui ont suivi la vidéo entièrement, je vous mets les liens concernant les formations, concernant la formation cursus expert en naturopathie, toutes les formations qu'on a à la carte chez Natura Neo, et je vous souhaite une excellente année 2026, et j'espère que tous vos projets se réaliseront.